Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'exposition Un art nouveau, Métamorphose du bijou 1880-1914. Nous sommes ici dans la petite salle qui introduit l'exposition et qui est là pour faire comprendre aux visiteurs les différentes thématiques et les différents sujets en fait, qui nous ont intéressés dans la préparation de l'exposition. Alors d'abord, l'arrivée d'un imaginaire qui est totalement renouvelé. Donc cet imaginaire renouvelé puise ses sources dans des connaissances scientifiques renouvelées. Et donc j'ai souhaité montrer dans cette petite salle donc, des images qui témoignent de ces découvertes scientifiques, de cet amour pour la nature, une nature primordiale, ou des micro-organismes océaniques, ou la cristallographie, ou aussi les profondeurs marines. Alors cette période se caractérise aussi pour une transformation du métier de bijoutier et de joaillier. Et donc cette transformation concerne certaines techniques, en particulier la technique de l'émail, mais aussi l'utilisation de certaines matières, donc des matières qui ont été peu utilisées en fait jusqu'à cette époque-là et qui reviennent finalement sur le devant de la scène. Alors ce sont des matières qui ne sont pas spécialement très précieuses, ne sont pas des pierres vraiment précieuses, mais qui offrent en fait la possibilité d'avoir des couleurs, des colorations beaucoup plus diverses pour le bijou, donc qui ne sera plus limité uniquement au diamant par exemple ou aux grandes qualités en fait des pierres comme l'émeraude ou le rubis. Alors ce qui change aussi à cette époque, c'est la manière finalement de présenter le bijou. Donc le bijou, il fait partie des arts décoratifs et comme tous les autres arts décoratifs, finalement, il participe d'un renouveau esthétique qui concerne tous les arts à la fin du XIXe siècle. Et donc cette image qui présente un détail d'une affiche dessinée par un bijoutier, Manuel Arazzi, présente une femme donc, parée de bijoux art nouveau au milieu d'autres arts décoratifs qui subissent en fait le même renouveau. La céramique, la petite sculpture, c'est une manière de présenter en fait le bijou dans l'ensemble des arts et surtout de vendre le bijou en fait à une clientèle beaucoup plus élargie. Donc les deux grandes boutiques de l'époque, ce sont donc la Maison Moderne qui était rue des Petits Champs, et puis le magasin boutique qui s'appelle L'Art Nouveau, donc qui s'ouvre en 1895 et qui donne en fait le nom au mouvement de l'Art Nouveau. Donc les deux boutiques vendent des bijoux. Les bijoux sont vraiment des centraux en fait dans le marché de l'art de cette époque. Ce premier couloir s'ouvre avec donc cette vitrine qui est un tout petit peu emblématique de ce qu'on a voulu dire avec cette exposition. Tout d'abord donc l'implication des artistes dans ce mouvement. Donc là nous avons Lalique qui est l'un des grands bijoutiers de l'époque, donc le plus grand sûrement, et qui met en valeur une matière totalement nouvelle pour le bijou qui est le verre. Donc c'est un verre qui est sculpté. Et donc ce bijou très sculptural est aussi entouré d'un feuillage très finement ciselé en or et puis intercalé avec des parties en émail qui suggèrent justement l'eau. Alors le bijou a comme thème un thème tout à fait classique qui est une nymphe séduite par un faune. On a la même thématique classique, mais traitée de manière très très libre aussi, dans ce pichet en étain, encore une matière pas du tout précieuse, qui est travaillée par le sculpteur Jules Desbois. Donc la forme est très phytomorphe, donc voilà, c'est une sorte de courge, de plante, et donc les femmes qui dansent font référence aussi très probablement à des thèmes saphiques. Donc voilà cette vitrine en fait
vous dit la nouveauté qui est liée en fait au bijou Art Nouveau, l'emploi de matériaux qui sont voilà, pas trop utilisés, qui n'ont pas été trop utilisés jusque-là, et qui ne sont pas spécialement tous précieux, et puis l'implication des artistes et les thématiques, qui sont des thématiques communes en fait à tous les arts de l'époque, la peinture, la sculpture et aussi les arts décoratifs. Alors nous continuons donc dans ce couloir donc, qui présente des créations tout à fait exceptionnelles, par exemple la maquette d'Alphonse Fouquet, donc, qui est une pièce absolument rarissime, qui montre en fait la manière de travailler de ces grands bijoutiers. Donc Alphonse Fouquet fait partie d'une grande dynastie de bijoutiers. Et donc là, cette maquette qui a été primée à l'exposition universelle de 1889 montre justement que ce qui donne de la valeur au bijou, finalement, est le travail de l'artiste, l'invention de l'artiste, au-delà, finalement, de la réalisation précieuse du bijou lui-même. Et donc, si on passe dans les autres vitrines, nous avons donc ces thématiques féeriques, donc c'est une nature féerique qui inspire les artistes et qui est déclinée ici, donc dans tout un bestiaire nouveau, qui est celui, par exemple, des chauves-souris. Aussi un symbole saphique, mais aussi symbole de la nuit. Donc, dans cette vitrine, vous avez un magnifique collier d'Elisabeth Bonté, qui, elle aussi, travaillait avec des matières qui n'étaient pas du tout précieuses et qu'elle arrivait donc à valoriser avec un travail tout à fait particulier qu'aujourd'hui, en plus, on a perdu, donc on ne sait plus comment elle travaillait la corne pour en tirer des effets aussi féeriques. Alors, dans cette vitrine, c'est un peu la thématique de la femme fatale qui vient au devant et qui est déclinée donc, par Lalique, par Grasset, donc dans des bijoux qui associent la femme au serpent. Alors dans ce bijou par exemple donc conservé au musée Lalique, où donc la femme est associée effectivement au reptile, donc c'est une femme malfaisante, et surtout donc dans cette plaque en galalite, encore un matériau qui n'est pas du tout précieux, c'est un matériau synthétique, où on voit donc un dragon souffler une sorte de fumée, voilà, des volutes empoisonnées, d'où surgit le profil d'une femme. Et donc la broche qui est juste derrière, c'est une broche de Weber, dessinée par Grasset, donc Eugène Grasset, le grand artiste de l'Art Nouveau, décorateur, affichiste, qui là nous donne en fait l'un des rares exemples de bijoux symbolistes dans son répertoire, qui est plutôt tourné vers le néo-renaissance ou le néo-byzantin. Et donc là vous avez une figure cauchemardesque, donc une noyée avec un homme effrayé à l'arrière, donc avec des émaux opaques qui suggèrent le caractère barbare finalement du bijou de Grasset. Alors, dans la deuxième partie de l'exposition, on commence par les profondeurs aquatiques, qui était un thème qui a beaucoup inspiré les artistes. Il faut dire donc qu'à l'époque, l'exploration des océans attire la curiosité d'un public extrêmement large, aux expositions universelles, mais aussi par des publications très variées, des plus scientifiques aux plus vulgarisatrices. Et donc dans cette vitrine, nous avons ce bestiaire fantastique qu'on a vu dans la section précédente se transformer peu à peu et rentrer donc dans un répertoire qui est beaucoup plus familier pour ceux qui connaissent l'Art Nouveau, donc les serpents de mer, les hippocampes, mais aussi donc les sirènes ou la nymphe de Fouquet. Donc il y a des techniques très particulières donc, qui sont évoquées ici dans cette vitrine, notamment l'émail, le fameux émail translucide à jour, qui fait donc toute la beauté du serpent de mer de Georges Fouquet, donc c'est le fils de Alphonse Fouquet, et la naïade aussi, donc, qui a une coiffure
un émail translucide travaillé donc avec des paillons de manière à suggérer les gouttes, l'écume de l'eau. Et puis donc avec cette technique très particulière de l'opale coupé donc à mosaïque, travaillé donc comme un vitrail. Donc l'opale coupée en tranches fines et puis disposée donc dans des cloisons comme pour un vitrail, et qui suggère justement l'eau miroitante dans laquelle donc se reflète la nymphe. On arrive ici donc dans le thème vraiment de la nature proliférante, avec des insectes, avec des feuillages. Donc il faut rappeler que la thématique naturaliste était très présente dans la bijouterie, dans la joaillerie dès les années 60. Et donc dans la première partie de la vitrine, nous avons donc un scarabée et la feuille de l'œillard pour bûcheron qui rappelle en fait la passion qu'avait la joaillerie de l'époque pour l'imitation finalement des formes naturelles. Ces formes naturelles sont déjà quand même un clin d'œil à l'Art Nouveau, dans la mesure où le chardon est une plante, l'une des plantes favorites de l'Art Nouveau, et elle est travaillée très très finement, de manière pas du tout symétrique, donc de manière très vivante finalement. Elle se ploie très doucement sous le poids des diamants. Et donc malgré la facture assez traditionnelle finalement de cette joaillerie blanche, la feuille, elle garde toute sa vivacité. Très intéressant aussi l'insecte et les insectes en général. Donc on en voit plusieurs dans la vitrine. Donc le scarabée de Pressler ou les cigales de Chopard, ou les insectes aussi sur les céramiques de Massier et de Lévy-Durmer. Donc ces insectes qui deviennent des êtres fantasmatiques pour les artistes de l'Art Nouveau. Ils sont, pendant la période de l'Art Nouveau, les êtres vivants en fait, qui réunissent tout ce que la nature produit de plus décoratif. On poursuit alors avec ces deux vitrines qui sont deux focus de deux matières particulières qui sont le verre, encore une fois, avec la lique, et l'opale, donc matière très difficile à travailler et qui est l'une des matières en fait privilégiées par l'Art Nouveau pour sa symbolique, donc l'idée de quelque chose de mobile qui reflète les rayons de lumière de manière diffractée, donc très très mouvante. Elle est aussi liée à une symbolique qui est plutôt une symbolique noire, hein, donc on disait qu'elle portait malheur par exemple, mais la particularité donc de cette petite broche est que la lique arrive, donc réussit en fait à tailler l'opale malgré la fragilité de cette pierre. Cette autre vitrine est très emblématique de la nouveauté de la relation que le bijou entretient avec les autres arts, en particulier avec la peinture. Donc les bijoux de paysage sont des bijoux extrêmement rares. Et donc là, vous avez un bijou de la lique qui était très attentif au paysage, un amoureux de la nature, qui est connu aussi pour ses photographies hein, donc de paysages. Et puis un petit bijou donc de Hirtz, Lucien Hirtz, qui était un émailleur, qui travaillait pour Boucheron, et qui est monté par Michel Menu, donc, qui était le monteur attitré chez Boucheron, fils d'Alfred Menu, qui était très connu, et qui représente donc un sous-bois, donc une forêt au coucher de soleil. Donc c'est un paysage d'une très grande finesse et d'une grande poésie qui se rapproche beaucoup de ce que faisaient des peintres comme Osbert par exemple avec ses forêts, ses figures féminines dans la forêt, ou Charles Dulac par exemple. On arrive ici à la vitrine centrale de l'exposition, celle qui en fait démontre la centralité de la thématique de la métamorphose dans l'Art Nouveau.
Donc dans l'Art Nouveau, on a un intérêt particulier pour tout ce qui est transformation. Donc l'idée de transformation, en fait, permet aux bijoutiers et aux joailliers, en fait, de renouveler leur répertoire et de rompre, en fait, l'uniformité un peu sage qui était due aux thématiques historicistes, et d'ouvrir donc le répertoire à la figure féminine, bien sûr, mais c'est une figure féminine qui porte en elle l'élan vitaliste de la nature. Donc elle surgit par exemple d'une tige comme celle de la Lique, et puis elle se déploie comme une libellule, ou sinon comme dans ce petit bijou de Desbois. Donc c'est une femme qui se transforme en algue, donc dans un milieu aquatique. Les femmes pan, encore une fois de la Lique, et puis cette merveilleuse femme papillon, quelque peu menaçante, donc avec sa queue qui ressemble beaucoup à une queue de scorpion, et qui permet donc à la Lique de déployer toute sa maîtrise de l'émail. Donc nous avons l'émail opaque, donc qui continue avec donc une très grande finesse de l'or ciselé donc jusqu'aux ailes du papillon, et puis l'émail translucide à jour avec des paillons et des diamants. Toujours dans la thématique des métamorphoses, dans cette vitrine, j'aimerais donc m'arrêter sur la plaque en cuivre, donc des mailles sur cuivre de Jeanne Soyer et Lévi Durmer, qui permet donc de préciser que l'émail, à cette époque, il est redécouvert dans toutes les techniques en fait, qui caractérisent le travail. L'émail peint, c'était une technique qui existait depuis longtemps, donc on parle de l'émail de Limoges, donc depuis le Moyen-Âge, mais c'était une technique qui était un tout petit peu perdue et qui était utilisée pour des petits médaillons de souvenirs, donc pas très valorisée. L'Art Nouveau la remet à l'honneur. On arrive à une conception plus stylisée de la nature. Dans cette vitrine consacrée à l'arabesque, on voit en fait comment finalement la ligne vitale se stylise et devient en fait une arabesque qui symbolise finalement la croissance tout simplement et la vie. Et donc cette vie est symbolisée finalement par la femme. Donc comme on voit par exemple dans ces deux femmes enlacées, qui sont peut-être aussi un symbole saphique, mais aussi donc dans la femme entourée de violettes, qui symbolise la modestie, ou dans cette bague très inventive donc de la Lique, où en fait le bras de cette sirène se transforme en queue de poisson, devient donc une bague, et donc c'est aussi une métamorphose, mais qui se concrétise en fait dans la réalisation d'une arabesque. Et donc cette abstraction, on la voit dans cette vitrine, dans ces bijoux qui reprennent très vaguement le thème naturaliste. Donc on a vaguement l'impression qu'il s'agit bien de fleurs, mais ce sont des fleurs qui ne sont plus reconnaissables. Donc on n'est plus du tout dans l'imitation de la nature, mais on est en fait dans sa stylisation. Hein, donc on regarde en fait les forces qui animent cette nature, et ces forces qui animent la nature, ce sont donc les entrelacs et les courbes. Ces courbes qui deviennent encore une fois de plus en plus stylisées, parfois on a un petit rappel d'algues, mais aussi donc dans cette broche trois fleurs de boucheron, on voit comment la bijouterie classique finalement s'empare de la courbe de l'Art Nouveau pour finalement l'adapter à un bijou qui est beaucoup plus traditionnel, hein, et qui évidemment était plus facile à vendre à une clientèle qui avait des goûts plus classiques. Alors dans cette idée de stylisation, la matière compte pour beaucoup. Par exemple la corne, hein, donc, qui est utilisée pour les peignes,
et qui donc représente des formes naturelles qu'on peut en fait encore reconnaître vaguement. Donc là on reconnaît des daturas ou des feuilles de noisetier avec des chatons, ou par exemple cette tige, donc en fait une épingle à chapeau de Sceaux de la Croix. Alors cette vitrine est la vitrine des plaques de cou, on peut dire, même si là on voit une boucle de ceinture qui reprend quand même la forme des plaques de cou, qui est ce bijou très particulier de la période de l'Art Nouveau, pendant laquelle donc les femmes ont aimé porter donc ces plaques à même le cou, donc tenues par des fils de perles, et soit donc sur des cols très montants, soit sur des colletés de soirée. On arrive aux deux dernières vitrines de l'exposition, qui dit bien donc qu'on est dans la partie abstraction. Hein, donc cette partie abstraction qu'on a vue donc à partir de l'arabesque et en fait qui nous conduit jusqu'aux formes les plus géométriques, ça fait aussi partie de l'Art Nouveau. Donc l'Art Nouveau n'est pas seulement les courbes, les arabesques, les introlats, mais c'est aussi une abstraction géométrique qui est aussi tirée de la nature. Alors dernière vitrine qui nous montre en fait le cheminement vers quelque chose de beaucoup plus géométrique. Donc c'est cette vitrine où on voit les bijoux à dessin très radial, donc de Riffaut et de Boucheron, qui datent des années 1870. Donc nous les avons placés ici parce que c'est une forme, justement, la forme radiale, qui revient ensuite au début des années 1905, 1906, 7. Donc on revient en fait à un bijou très ordonné, une sorte d'ordre décoratif qui revient donc après les arabesques et les introlats des années 1890-1900.